Voilà, l'enregistrement est lancé. On peut démarrer. Alors, donc bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui donc, pour ce webinaire sur la mise en place du coup d'Origine Info. On accueille aujourd'hui du coup Laurent Béteille, donc, qui est le conseiller consommation donc, auprès Bonjour à tous. délégué, et David Garbous, du coup le président d'En Vérité. Du coup, on aura Bonjour. une petite introduction de la part de David. Ensuite, Laurent nous parlera de la mise en place plus spécifique du coup d'Origine Info. Et ensuite, donc, côté collectif en vérité, donc, on vous fera les recommandations et on vous donnera quelques exemples concrets de ce que ça peut représenter OnPack. Et on aura une bonne session également de questions-réponses, puisque bah, c'est un petit peu aussi l'objectif de ce webinaire, donc que chacun puisse poser ses questions et qu'on puisse y répondre. Voilà. Donc, je laisse la parole à David, peut-être si tu veux faire une petite introduction rapide. Oui, je vais être rapide. Bonjour à tous. Très, très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur un sujet qui nous a tous beaucoup mobilisés ces derniers mois. Peut-être pour commencer quelques mots sur le collectif En Vérité, parce qu'il y a aujourd'hui connecté des adhérents et puis des non-adhérents. Donc, on est un collectif sous forme d'association d'intérêt général qui représente des marques qui on se définit un peu plus progressiste que la moyenne de ce qu'on trouve sur le secteur. L'objectif, c'est de fédérer des gens, des personnalités. C'est souvent ça tient sur des personnalités qui ont avancé un petit peu plus que les autres sur des sujets effectivement qui correspondent aux trois grandes questions que posent les consommateurs sur ce qu'ils mangent. C'est-à-dire, je veux savoir d'où ça vient, je veux savoir par qui c'est fait, je veux savoir comment c'est fait. Il y a un certain nombre d'entre vous qui ont avancé sur ces sujets avec des logiques de traçabilité, avec des sujets sur la nutrition, avec des sujets sur l'impact environnemental, qui travaillent tous les jours et qui constatent que c'est parfois compliqué de faire valoir sa différence dans un univers extrêmement encombré de la grande consommation, où il y a un foisonnement de mentions un petit peu partout sur les emballages. Et notre idée, c'est effectivement de pouvoir rendre hommage d'une certaine façon au travail qui est fait par ces marques-là, en permettant aux consommateurs de comparer de manière objective les différences entre une offre et une autre. Aujourd'hui, cette différence, elle se fait par le statut de la marque, bien entendu, elle se fait aussi par le prix, et on traverse une période d'inflation qui n'est pas terminée, et on sait à quel point ça a été déterminant. Mais derrière une marque et derrière un prix, il y a toujours une vérité plus ou moins profonde. Et c'est ça que on souhaite révéler de manière plus claire et plus simple, surtout pour les consommateurs, de façon à ce que ils puissent choisir en connaissance de cause, ils puissent choisir en conscience et arbitrer leur choix alimentaire plus facilement. Il y a un précédent qui nous a amené à créer ce collectif qui a montré qu'il était possible de simplifier la lecture des emballages et d'aider les consommateurs à mieux choisir. C'est l'apparition du Nutri-Score il y a quelques années qui a permis effectivement, alors même que l'information était bien visible sur les emballages, sur la contre-étiquette avec la liste d'ingrédients, on avait l'intégralité des informations. Mais si vous n'aviez pas fait bac+12 en nutrition, c'était un petit peu compliqué dans le cas d'un achat qui se déroule en moyenne en 7-8 secondes dans les rayons des supermarchés, de choisir le produit nutritionnellement le plus intéressant. Et ben avec la mise en place de Nutri-Score, même s'il est encore imparfait, le Nutri-Score, il a permis d'aider les consommateurs sur cette verticale de la nutrition à choisir beaucoup plus facilement les produits et surtout à les comparer entre eux. Et ça a eu un double effet, un effet vertueux pour les consommateurs qui se sentaient rassurés et qui ont eu tendance à choisir plutôt les produits les mieux notés. Et puis un effet vertueux, moi j'étais directeur du marketing chez Fleury Michon à l'époque, un effet vertueux pour les industriels, puisque bah, au même titre que pour les consommateurs, quand vous avez une note de C et que vous n'êtes pas très loin de pouvoir passer B, vous faites les derniers efforts pour le faire. Et c'est vertueux pour vos parts de marché, c'est vertueux pour l'image de marque, et c'est vertueux pour la santé publique, en l'occurrence, pour ce thème-là.
Et donc le collectif s'est créé sur cette idée que finalement, pour répondre aux trois questions fondamentales des consommateurs, il fallait être capable d'avancer un peu dans cette même logique. On a donc aujourd'hui une soixantaine de marques qui sont adhérentes, on en est très fiers. On a aussi ouvert un collège distributeur avec Biocop qui nous a rejoint il y a quelques semaines. Vous l'avez, je pense, tous vu. On a ouvert aussi un collège consommateur parce qu'on se dit vouloir représenter la voix des consommateurs et on a pensé que la meilleure façon de le faire, c'était de pouvoir les intégrer dans les décisions. Donc, pour l'instant, c'est une adhésion libre et l'idée, c'est qu'à partir de l'année prochaine, ils puissent avoir un siège au conseil d'administration. Et puis, on a un certain nombre de soutiens parce on le dit souvent, mais c'est une grande force. On est plus fort à plusieurs. On a un certain nombre de soutiens qui nous ont rejoints aussi, dont certains sont là aujourd'hui. L'Institut du commerce, par exemple, Monadia ou EcoCert, qui partagent euh, soit des leviers, soit des ambitions similaires pour améliorer la transparence et la compréhension de l'offre, et qui, dans leur écosystème, mobilisent aussi leurs adhérents pour faire avancer ce thème-là. On en est vraiment très heureux. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'une verticale particulière, qui est celle de l'origine, qui a eu un point d'orgue en termes de préoccupation sociétale avec la mobilisation des agriculteurs en janvier. Mais le sujet était présent, bien entendu, bien avant. Mais ce qui s'est passé en janvier, nous, ça nous a, comment dirais-je, bien sûr, beaucoup heurté, mais c'est surtout la réaction qui s'est mise en place derrière, où on a vu une mobilisation des parties prenantes, et en particulier je vais le souligner parce qu'il ne pourra pas le faire compte tenu de la période électorale, une mobilisation d'Olivier Grégoire et de son cabinet. Le sujet était dans la société civile. Nous, on l'a porté avec En Vérité, mais d'autres l'ont porté également. Et il y a eu une cristallisation à ce moment-là, grâce à la prise en main de la ministre du Commerce, qui a réuni l'ensemble des parties prenantes autour de la table, qui a essayé, qui a donné un cap et qui a fait en sorte de prendre l'ensemble des remarques qui étaient formulées par les parties prenantes pour arriver à ce on vous présenter aujourd'hui et à sa mise en place. C'est exactement de cette façon-là que Nutri-Score a pu naître. Il y avait une volonté de la société civile, mais il y a eu une prise en main politique et une capacité politique à fédérer l'ensemble des parties prenantes. On retrouve ce dispositif-là sur Origine Info. Et ben voilà, dans la période troublée qu'on traverse, c'est chouette de se dire qu'on peut faire des choses ensemble. Je voulais passer ce petit message. Avant de passer la main, et je tiens vraiment à le remercier, à Laurent Béteille pour qu'il puisse nous expliquer en termes de méta-cadre la façon dont le dispositif se déploie aujourd'hui, ses ambitions stratégiques. Et puis ensuite, bien sûr, on rentrera dans les cas d'usage pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Et je vais laisser la parole à Laurent tout de suite. Tout le monde m'entend bien? C'est parfait. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis ravi de voir que ce thème mobilise autant, et c'est à juste titre, hein, puisque compte tenu de tous les enjeux qui s'attachent à une bonne information du consommateur, je me permets de vous préciser, mais David vient de le faire également, que compte tenu de la période de réserve électorale dans laquelle nous sommes, les règles légales font que les cabinets ministériels doivent se contenter d'un discours technique. Je ne pourrai donc malheureusement que vous présenter la démarche, ses grands principes et répondre aux questions qui me sont adressées, mais toujours sous l'angle uniquement technique. Et bon, c'est un peu la règle pour tout le monde dans la période actuelle. Alors, je souhaiterais débuter mon propos en rappelant plutôt que Origine Info a elle-même en fait une origine, puisque la démarche ne vient pas de nulle part. Elle est la concrétisation d'un travail et d'un défrichage qui ont été entamés au préalable par plusieurs acteurs, parmi lesquels évidemment le collectif En Vérité, que je tiens à remercier pour son invitation et pour les échanges nombreux qu'ils ont eus d'abord avec mon prédécesseur et puis ensuite avec moi-même. Et leur expertise est vraiment précieuse et a alimenté beaucoup de réflexions qui se retrouvent aujourd'hui sous nos yeux et dans cette concrétisation via ces logos.
Un point également peut-être sur la façon dont Origine Info a été construit. Il s'agit d'un travail de co-construction justement au premier sens du terme, véritablement, car les consultations ont été extrêmement nombreuses, tant avec les industriels qu'avec les distributeurs, avec le collectif En Vérité et avec différentes associations de consommateurs. Alors, qu'est-ce qu'Origine Info? Les logos, au nombre de 3, visent à informer le consommateur sur l'origine des matières premières agricoles qui se trouvent dans les produits transformés. Comme vous le savez, certains produits doivent déjà afficher leur origine, les viandes par exemple préemballées, le miel, l'huile d'olive, les produits de la pêche. Mais la réglementation, qui est très imprégnée de droit européen, n'a jamais vraiment prévu l'obligation d'indiquer l'origine pour le contenu des produits transformés. C'est une forme de trou dans la raquette. Et c'est ce manque que Origine Info entend combler, justement. Alors, la démarche vise les denrées alimentaires transformées, comme, pour prendre des exemples, une pizza, une ratatouille, des spaghettis à la bolognaise, une boîte de cassoulet, etc., pour que le consommateur dispose d'une information qui soit précise et qui soit fiable sur ce qu'il mange. Vous le savez certainement, il y a une distinction en droit entre l'ingrédient primaire et la matière première agricole. Les deux ne sont pas forcément identiques. Eh bien, Origine Info concerne l'affichage de l'origine de la matière première agricole et non pas de l'ingrédient. C'est-à-dire que ce n'est pas l'origine, par exemple, de la farine ou de la sauce tomate qui est donnée, mais c'est celle du blé qui a servi à fabriquer la farine et de la tomate qui a servi à fabriquer la sauce tomate. L'idée étant que le consommateur puisse savoir où les produits ont poussé, tout simplement, ou bien dans le cas des animaux, où ils sont nés, où ils ont été élevés et ensuite abattus. Ce point est majeur, justement, car l'attente des consommateurs, c'est bien de savoir, en tout cas c'est notre point de départ, c'est bien de savoir d'un point de vue agricole ce qu'il y a dans leur assiette. Ce qui implique, pour vous donner un autre exemple, par exemple, qu'Origine Info ne donne pas l'origine du sucre, mais celle de la betterave, puisque c'est bien la betterave qui permet de fabriquer du sucre. Alors avant de passer au logo, j'aimerais juste vous préciser peut-être quelques éléments techniques supplémentaires sur la façon dont cette démarche est construite. Alors, pour fabriquer Origine Info, d'un point de vue très pratico-pratique pour un industriel, hein, pour fabriquer Origine Info, on prend les ingrédients primaires d'une denrée transformée et on regarde la matière première agricole qui est dedans. Et on affiche l'origine de cette dernière. On prend l'ingrédient primaire, on regarde sa MPA, matière première agricole, et on affiche l'origine de cette matière première agricole. Si une denrée a, par exemple, 1, 2 ou 3 ingrédients primaires, eh bien dans ce cas, l'industriel affiche les 3. Par exemple, pour des spaghettis à la bolognaise, il va mettre le blé, la tomate, le bœuf. Si une denrée a davantage que 3 ingrédients primaires, l'industriel est complètement libre de son choix. C'est-à-dire que soit il affiche également la matière première agricole du 4e ingrédient primaire, par exemple, du 5e, du 6e, s'il en a autant, soit il s'arrête à 3. Mais de toute façon, c'est rare d'avoir autant d'ingrédients primaires dans une denrée, mais l'idée, c'est simplement de vous préciser que Origine Info demande l'affichage des 3 premières, un peu obligatoirement, si ce mot a un sens dans une démarche volontaire, mais si vous vous engagez dedans, si l'industriel s'engage dedans, il doit afficher celle des 3 premiers, 1, 2 ou 3, hein, s'il y en a moins, évidemment, il en met moins, mais pas forcément de plus. S'il veut être mieux disant et en mettre plus que 3, il peut, dès lors que c'est toujours un ingrédient primaire, mais en tout cas, l'obligation s'arrête à 3. Et il est possible... Oui. Laurent, est-ce que vous pourriez peut-être juste à ce stade repréciser ce qu'est un ingrédient primaire pour ceux qui nous écoutent, parce que Oui. c'est noté devant nous, mais ce sera plus clair avec vos mots pour que ce soit bien compris par chacun. Alors, il y a deux définitions concomitantes de l'ingrédient primaire. C'est soit un ingrédient qui représente plus de 50% de la recette. Ça, c'est la première définition un peu quanti. Et la deuxième définition, c'est un ingrédient qui est traditionnellement associé, alors désolé, les termes sont un peu barbares, mais traditionnellement associé à la dénomination du produit. C'est-à-dire le réflexe consommateur. Ce qu'il se dit spontanément en pensant à tel produit, il se dit « Ah, bah dans ça, il y a tel ingrédient ». Même s'il représente moins de 50%, il est tellement évident pour un consommateur qu'il s'attend à en avoir que c'est considéré comme un ingrédient primaire.
Ça, c'est la définition qui résulte d'un règlement de 2011 relatif à l'information du consommateur, qui s'appelle donc INCO, information du consommateur. Et définition qui a été un peu retravaillée et simplifiée, je dirais, par le Conseil national de la consommation, le CNC, qui a proposé grosso modo à peu près la même chose, mais qui a explicité un peu plus clairement ce qu'on entend par dénomination traditionnellement associée à la dénomination d'un produit, élément traditionnellement associé à la dénomination du produit. Dans tous les cas, cette définition du Conseil national de la consommation, vous la retrouvez, elle est reprise telle qu'elle textuellement dans le cahier des charges d'Origine Info. Donc, si un industriel souhaite se lancer dans cette démarche, il a dans le cahier des charges une partie relative aux définitions. Il y retrouve le pays d'origine, le lieu de provenance, qu'est-ce qu'un ingrédient primaire, qu'est-ce qu'une matière première agricole, etc., etc. Pour que tout le monde parle le même langage dans cette démarche. Mais en tout cas, pour simplifier, les deux grands axes, c'est ça. C'est soit un ingrédient à plus de 50%, soit un ingrédient communément associé au nom du produit. Ensuite, il est possible également que dans certains cas, un industriel soit face plutôt à du multi-approvisionnement. Par exemple, pour les tomates dans les spaghettis à la bolognaise, ou dans un gazpacho par exemple, ou pour les fraises dans le yaourt à la fraise, il est possible que la tomate ou les fraises ne viennent pas toujours tout au long de l'année du même pays. Donc dans ce cas, comment faire? Comment indiquer sur un emballage divers pays, étant donné que souvent les étiquettes sont faites une fois pour le trimestre, par exemple, alors que les approvisionnements au cours de ce trimestre peuvent varier. Mais dans ce cas, l'industriel indique le nom des différents pays dans lesquels il s'approvisionne et il les sépare avec le mot « ou », par exemple, tomate, 2 points, Espagne ou France ou Maroc. C'est un petit peu moins informatif, on en convient. C'est pas forcément la solution parfaite par excellence, mais c'est la seule façon de permettre d'afficher l'origine en cas de multi-origine. Ou alors, il faudrait que l'industriel change ses étiquettes chaque matin en fonction de ce qu'il a mis la veille dans le produit. Mais ça, c'est évidemment un défi industriel qu'on ne peut pas demander. Donc, pour le multi-approvisionnement, l'industriel, pour la matière première agricole concernée par ce multi-approvisionnement, par exemple les tomates dans mon exemple, il doit indiquer les différents pays d'approvisionnement. Le « ou » est un peu bizarre parce que c'est un « ou » qui veut aussi dire « et ». C'est-à-dire, si vous avez dans vos spaghettis, par exemple, à la bolognaise, différentes tomates qui rentrent dans la fabrication de la sauce tomate, une tomate espagnole, une tomate marocaine, une tomate française, parce que vous vous approvisionnez concomitamment en même temps depuis différents pays, eh bien, vous mettrez quand même, non pas Espagne et France et Maroc, mais Espagne ou France ou Maroc. C'est un point qui a fait l'objet d'un consensus parce que c'est ce qui a semblé le plus proche de la vérité et le plus facile à mettre en œuvre. Notamment parce que si j'écris Espagne et France et Maroc, alors qu'il n'y a que de la tomate espagnole, par exemple, je risquerais potentiellement d'être trompeur. Ensuite, oui, quelqu'un a une question? Sur le multi-approvisionnement, on a également la possibilité de mettre entre parenthèses le pourcentage d'approvisionnement si l'industriel, la marque, le fabricant le souhaite. Tout à fait. Pour préciser le pourcentage, d'où viennent les approvisionnements. Tout à fait. Prenons un exemple toujours avec ma tomate. Je m'approvisionne en France, en Espagne et au Maroc, mais il s'avère que je m'approvisionne à 70% en France, à 20% en Espagne, à 10% au Maroc. Bon, il est assez légitime pour l'industriel qu'il souhaite le faire savoir. Donc, dans ce cas, il peut très bien mettre France 70%, Espagne 20%, Maroc 10%. Ensuite, un dernier point peut-être technique sur cet aspect. Il faut savoir, et j'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs, j'en suis désolé, que dans les logos Origine Info, les matières premières agricoles sont affichées par ordre décroissant de leur poids. C'est-à-dire que vous, par exemple, dans mes spaghettis, vous avez essentiellement du blé pour faire les pâtes, de la tomate pour faire la sauce tomate et du bœuf pour faire la bolognaise, enfin pour accompagner. Si en termes de poids, c'est les pâtes qui sont le plus lourd,
La sauce tomate ensuite et le bœuf ensuite, l'industriel mettra blé, tomate, bœuf. C'est l'ordre pondéral décroissant. Alors peut-être maintenant, à moins qu'il y ait des questions avant, sinon on peut faire un petit point sur quels sont les logos justement. Il y en a 3. Mais si vous souhaitez poser des questions au préalable, je peux m'interrompre maintenant et. Oui, il y a juste une question de précision Oui. sur les ingrédients qu'on a en facing dans la dénomination du produit, savoir s'ils ne sont pas primaires, est-ce qu'ils doivent apparaître dans Origine Info? Par exemple, falafel, menthe, pois chiche, petit pois. Donc ça, c'est sur la Mhm. dénomination du produit. Normalement, pois chiches et petits pois devraient donner l'origine de pois chiches et petits pois, et menthe également. Et effectivement, normalement oui, c'est-à-dire qu'il n'est pas primaire au sens de il ne fait pas plus de 50%, mais il est normalement, et notamment pour ce qui est du pois chiche, traditionnellement associé à la dénomination du produit, et a fortiori, à plus forte raison lorsqu'il est écrit en gros en face avant du produit. Pour Ça, c'est cette un point question-là, important. Si... Oui, oui. pardon. Non, pardon, allez-y, David. C'est un point important. C'est vrai que si, d'un point de vue marketing, vous avez envie de mettre en avant un ingrédient particulier dans la recette, la contrepartie, c'est que vous affichez son origine de manière claire dans Origine Info. C'est aussi comme ça qu'on a raisonné, de façon à ce que ce qui est mis en avant d'un point de vue dénomination, il y a la composition de la recette telle qu'elle a été évoquée par Laurent tout à l'heure, mais si vous décidez de dire que c'est du falafel, non pas à la menthe, mais je dis n'importe quoi, à la coriandre, vous mettrez l'origine de ce produit-là. Il faut toujours partir du principe que c'est une démarche qui vise vraiment à améliorer l'information du consommateur. Et donc, il est très vraisemblable que lorsque je me dirige vers un produit qui s'appelle falafel, menthe, pois chiche, je sois attiré par la présence de menthe et de pois chiche, et que ce soit probablement la raison pour laquelle je choisis ce produit plutôt que le voisin qui n'a pas de menthe, par exemple. Donc, dans cette optique, effectivement, il est fait le choix d'indiquer ces différentes matières premières agricoles. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien on les prend toutes à la fin comme vous souhaitez? Oui, on peut continuer et puis on fera une session questions-réponses à la fin. Mm. D'accord. Alors, quels sont les logos? Vous l'avez peut-être déjà entendu, donc il y en a 3, afin d'apporter souplesse et flexibilité justement aux acteurs économiques qui n'ont pas tous les mêmes contraintes. On comprend tout à fait que il est peut-être préférable d'en avoir un seul, un unique, un peu comme le Nutri-Score, où c'est peut-être plus facile de marquer des points en termes de compréhension du consommateur, mais c'est une démarche essentiellement volontaire, et donc pour s'adapter aux différentes contraintes, il a plutôt été fait le choix d'ouvrir le champ des possibles. Je rappelle par ailleurs qu'il y aura une espèce de clause de revoyure, enfin en tout cas un bilan d'évaluation en 2025 d'Origine Info. Donc si jamais certains logos s'avèrent être jamais utilisés ou finalement pas assez bien, enfin qui méritent des axes d'amélioration, eh bien ça sera peut-être le cas en 2025. Alors, donc il y en a 3. Le premier affiche le nom des matières premières agricoles concernées et le nom du pays à côté. C'est vraiment le logo entre guillemets de base. C'est l'option 1, vous mettez, l'industriel met blé, tomate, bœuf, et à côté France, Espagne, autre chose. Le deuxième logo fait exactement la même chose en fait que le premier, mais avec en plus une petite image d'usine à mettre en bas du logo, si l'industriel le souhaite évidemment, qui permet d'indiquer dans quel pays le produit a été transformé. Par exemple, toujours avec mes spaghettis à la bolognaise, vous pourriez avoir blé, Ukraine, tomate, Espagne, bœuf, France, et en plus une image d'usine avec écrit à côté France. Ça veut dire que le blé, les tomates, le bœuf, qui viennent de 3 endroits différents, dans mon exemple, ont été combinés en France pour fabriquer le plat de spaghettis à la bolognaise. C'est notamment fait pour répondre aux souhaits de nombre d'industriels qui souhaitent pouvoir indiquer et valoriser le fait qu'il y a aussi un savoir-faire, non pas simplement agricole, mais industriel dans le fait de fabriquer des plats. Le troisième logo, enfin, qui est peut-être un peu le plus complexe, comporte, comme le logo 1 et 2, les MPA, donc les matières premières agricoles et leur pays d'origine. Mais en plus, il y a une sorte de camembert qui permet de représenter visuellement la part des différentes origines dont on vient de parler, dans le poids total du produit. Alors, par exemple, si dans les spaghettis à la bolognaise, les tomates sont françaises, et que la sauce tomate
représente 30% du produit, par exemple, eh bien, il y aura une portion du camembert à hauteur de 30% qui indiquera France. Ça permet visuellement de faire comprendre plus rapidement aux consommateurs la proportion plutôt de chaque origine dans un produit, étant entendu, encore une fois, que tout ceci est au libre choix de l'industriel. S'il ne souhaite pas, que ce soit pour des raisons de difficulté de multi-approvisionnement, ou parce qu'il n'a pas forcément envie d'imprimer un logo plus grand, ou parce il considère que c'est une information pas utile pour ses consommateurs, il n'est pas tenu de choisir l'option 3. Je pense que c'est probablement l'option qui a le plus les faveurs du collectif en vérité, et c'est bien normal, mais c'est notamment un des logos qui fait le plus assaut de transparence, mais ça n'est pas une obligation en tout état de cause. C'est recommandé, mais ce n'est pas une obligation. Alors comment imposer le logo? Là aussi, c'est la souplesse qui prime. L'industriel peut choisir d'afficher Origine Info soit directement sur l'emballage, comme le Nutri-Score, soit via un QR code. On demande simplement que si un QR code est mis en place expressément pour afficher Origine Info, alors ce QR code doit être surmonté des mots Origine Info, tout simplement pour que le consommateur s'y retrouve. Sinon, vous pourriez avoir un cas de figure avec un produit, avec un QR code, et si vous avez écrit nulle part sur le produit que ce QR code comporte Origine Info, il y aura écrit nulle part Origine Info sur le produit, donc c'est un peu dommage. Et de même, si l'industriel utilise un QR code qui est déjà existant sur son produit, ce qui est probablement le cas de plusieurs d'entre eux, et donc ce qui est tout à fait possible, on demande qu'il y ait quelque part sur le produit un petit logo Origine Info pour indiquer voir QR code. Pareil, sinon il n'y aurait aucun renvoi à la notion même d'Origine Info, et donc il est quand même assez vraisemblable que le consommateur n'aille pas scanner le QR code s'il ne sait même pas quel type d'info il peut y trouver. Alors bien sûr, on juge préférable que ce logo prenne place en face avant des emballages, mais, et c'est à nouveau pour laisser de la flexibilité aux acteurs, étant donné qu'il s'agit d'une démarche volontaire, il a été fait le choix de les autoriser à apposer Origine Info à l'endroit de leur choix sur l'emballage, pas uniquement en face avant. C'est préférable, et je pense probablement que peut-être David le reprécisera également, c'est probablement ce qui est le plus transparent et le plus idéal pour un consommateur, mais ça n'est pas une obligation formelle de cette démarche. J'approche du terme de mon propos. Donc, je souhaite juste vous préciser encore qu'un cahier des charges a donc été mis en ligne, mais qu'une nouvelle version plus complète, car enrichie des différents retours du terrain, va être publiée d'ici quelques jours. Et de même, une foire aux questions, d'une trentaine de questions environ, de la plus simple à la plus complexe d'ailleurs, va être publiée. Et ainsi, bien sûr, que la charte graphique pour les industriels qui souhaitent se saisir de cette démarche. Ces 3 documents sont quasiment prêts. Ils sont dans un dernier circuit de validation, donc ils vont sortir très bientôt. J'ai souhaité concentrer évidemment mon propos ce matin sur les aspects principaux, mais vous constaterez que le cahier des charges va quand même davantage dans les détails. Et un dernier point, parce que c'est une question très légitime évidemment, Origine Info, c'est une démarche volontaire qui est désormais publique, ce qui signifie que son sort n'est pas dépendant du résultat d'un quelconque événement politique qui pourrait advenir dans les semaines à venir. Un industriel est libre, toujours libre, aujourd'hui comme après le 7 juillet, de se saisir ou non de ces logos et de leurs règles et de se les approprier. Ça reste une démarche volontaire qui n'est donc pas impactée par le contexte politique. J'en ai fini pour ma présentation générale. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup, Laurent. Il y avait quelques questions. Il y a une partie auquel on a répondu. On va garder un petit temps pour compléter cette session. Pour rester dans notre timing, je vais vous montrer 2 petits éléments supplémentaires. D'abord, rappeler que ce logo, dans la version camembert avec le pays d'origine. Alors, c'est une question qui a été posée dans le chat. Le logo 3, tel qu'il a été présenté tout à l'heure par Laurent, peut être tout à fait complété de la mention du lieu de transformation, comme vous voyez ici sur l'exemple. Allemagne, c'est une possibilité parfaitement ouverte dans le cadre du cahier des charges, et c'est effectivement ce dispositif vers lequel on souhaite se diriger avec le collectif, parce qu'il est très très proche de celui qu'on a testé sur la slide d'après,
Il y a quelques mois, en septembre dernier, on a testé un dispositif, si tu peux afficher juste voilà, qui était celui-ci, avec vraiment ce principe de la mise à disposition intégrale de l'information. Et les résultats qui en sont sortis ont été extrêmement impressionnant, à la fois euh, parce qu'il améliorait la qualité de l'information de la part des consommateurs, qui disaient que c'était un sujet extrêmement important pour eux. Je vais revenir 2 secondes sur la slide d'avant. Vous avez toute une petite série de chiffres. À 86%, les clients des marques alimentaires disent l'affichage de l'origine, c'est quelque chose d'important pour moi. Et les raisons pour lesquelles ils le mettent aussi haut, je rappelle que le terrain de l'étude a eu lieu au mois de septembre 2023. On était avant la crise agricole de janvier. C'est le soutien aux producteurs locaux, donc c'est à 59%. C'est la qualité en deuxième, avec un côté plus ou moins affirmé que quand c'est produit en France, par exemple, les produits et les cahiers des charges sont plus exigeants ou les réglementations plus exigeantes et du coup les consommateurs considèrent qu'en achetant des produits d'origine France, ils achètent des produits de meilleure qualité, à tort ou à raison, mais c'est à 57%. Et puis aussi une dimension un peu plus égoïste sur le goût, en disant c'est quand c'est produit en France, c'est meilleur parce que cahier des charges ou alors parce que les transports sont plus courts et donc j'ai des produits plus proches de leur maturité. Et le dernier point, c'était la réduction de l'empreinte carbone. Vous voyez qu'il est un petit peu décroché, mais il est quand même existant. Donc il y a une attente très forte. Quand on présente le logo tel que nous, on l'avait développé, qui était celui que vous avez sous les yeux, on a une sanction assez remarquable. C'est ce qui nous a amené à vraiment porter le sujet le plus largement possible auprès de nos différents interlocuteurs. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est gagnant pour toutes les parties prenantes en fait d'afficher ce dispositif. Ça correspond à une attente des clients, donc ça rassure les consommateurs. Vous voyez, ils disent que c'est facile à lire à plus de 7. Et c'est des niveaux qui sont des niveaux de très haut pour les instituts d'études. C'est intéressant donc pour les consommateurs, c'est intéressant pour les industriels qui peuvent valoriser le travail de sélection et les efforts qu'ils ont faits. Et c'est valorisant, parce que c'est aussi pour ça qu'on a porté le sujet, pour les agriculteurs qui ont euh, absolument besoin d'un soutien de la société civile au sens large. Et les marques, on est des donneurs d'ordre, on a la possibilité de changer finalement leur vie en décidant la façon dont on s'approvisionne. Et c'est une responsabilité qui est assez déterminante dans un moment où aujourd'hui on sait que plus de 80% des agriculteurs ont plus de 50 ans, qui vont partir à la retraite beaucoup dans les années qui viennent. Il n'y a pas suffisamment de repreneurs et donc il y a un enjeu de souveraineté alimentaire qui est devant nous. Si on ne soutient pas les productions agricoles, notamment en France maintenant, mais c'est vrai aussi hein, à l'échelon européen, et c'est pour ça que ça a été évoqué tout à l'heure par Laurent, mais une des étapes et une des volontés, c'est de pouvoir porter ce dispositif après l'expérimentation française au niveau européen. Les choix qu'on fait maintenant, ils vont déterminer la capacité ou non de nous approvisionner en Europe et en France en particulier pour ce qui concerne la France dans les années qui viennent. Donc c'est un choix gagnant pour les consommateurs, gagnant pour les industriels et gagnant pour les agriculteurs. Euh, c'est un choix assez historique et c'est pour ça que même si on en parlera sans doute tout à l'heure, le fait de devoir changer ses packaging, devoir euh, afficher une information supplémentaire alors que la place manque parfois sur les emballages, c'est un effort, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un effort qui est à mettre en regard d'un enjeu stratégique qui est quand même bien plus grand que l'effort qu'on va demander à chacun de nous de trouver de la place sur les packs. Donc c'est pour ça qu'on y met un petit peu d'énergie. Si tu peux avancer sur le slide d'après, je vais pas m'attarder trop là-dessus, mais c'était juste pour vous indiquer, je vais prendre celui qui est juste après. Ça, c'est les résultats de l'étude que certains d'entre vous ont déjà vu, qui montraient
je vais reprendre les yaourts parce qu'on a parlé des fraises tout à l'heure. Ouais. Qui montre que quand le logo Origine Info, alors c'était pas celui qui a été validé depuis, mais une version antérieure, quand il est affiché sur les emballages et que les consommateurs ont la possibilité de comparer donc directement sur les packs la composition des différents produits, il y a des résultats vraiment spectaculaires en termes de business. Donc, c'est pas juste, entre guillemets, la satisfaction consommateur et le soutien aux agriculteurs, c'est aussi une opportunité business pour vous d'afficher ce logo. Parce que quand vous le faites en comparaison avec vos confrères, là, vous voyez, par exemple, c'est un des adhérents du collectif qui est la marque Vrai. C'est un des seuls acteurs du marché qui fait du lait Origine France et de la fraise Origine France et qui l'indique sur le pack. Vous voyez, c'était déjà un petit peu présent sur le pack, mais néanmoins, quand on met le logo Origine Info et qu'on regarde la comparaison avec les parts de marché des concurrents, sa part de marché à lui est multipliée par deux. Je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui adoreraient voir leur part de marché être multipliée par deux. Et ce logo est de nature à aider à faire ce genre de gap. Sur la slide d'après, on a la même chose sur les haricots verts. Je voulais juste vous montrer faire un petit zoom, si tu veux bien, sur le dossier 1,65 €. Parce que là, voilà. Là, il y a eu une mise en place du logo Ori. Alors, pardon pour ce petit décalage avec ce que vous venez de voir, parce que je vous montre les slides de l'étude, mais c'est pour vous montrer l'esprit. Notre recommandation, ça va être effectivement, à chaque fois que vous pouvez le mettre sur le pack, de pouvoir le mettre dans une zone qui est une zone de lecture des informations déjà existantes sur l'information nutritionnelle, par exemple. La charte Nutri-Score dit en bas à droite, pour les emballages, à chaque fois que c'est possible, dans une lecture traditionnelle d'un pack, on fait, vous savez, une lecture en Z. Et la position qui nous semble la plus performante pour l'affichage de l'origine info, c'est juste au-dessus du Nutri-Score ou juste en dessous. Vous avez le cas d'usage ici sur Dossi. L'idée étant de regrouper les informations clés qui correspondent à ces questions, d'où ça vient, par qui c'est fait, comment c'est fait, à un seul et même endroit sur le pack. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que le prochain chantier d'études que le collectif va mener est un chantier qu'on appelle l'affichage intégral, où on va évaluer la performance de la présence des trois informations à cet endroit-là sur un emballage, donc Nutri-Score plus origine, plus affichage environnemental, qui est le troisième sujet sur lequel on travaille avec les équipes gouvernementales là aussi. Donc le terrain d'étude aura lieu début septembre et on évaluera justement la performance d'un affichage complet euh, et la gradation d'importance entre la nutrition, l'origine et l'impact environnemental. Alors, trois exemples de cas d'usage qui ont été mis en place là dans les 3 derniers jours par nos adhérents et je les remercie infiniment de leur réactivité. Le premier, c'est le cas de Dossi. Ici, donc, vous voyez, on n'a pas eu le temps de remettre le logo en haut à droite. C'est pour ça que je faisais un zoom sur la, la proposition qui avait été testée dans le dispositif. Donc, un exemple ici sur Origine Info avec ses haricots verts Origine France. Un autre exemple juste derrière sur la marque Node avec, tu peux zoomer ici, l'origine, cette fois-ci, de la tomate, de la carotte et de la betterave avec le lieu de transformation pour le ketchup. Et puis un dernier exemple sur un autre de nos adhérents que je remercie une nouvelle fois, Hugo, qui à ce stade ne mettrait pas sur le front de pack, mais vous voyez son dos de pack à droite, ici avec l'affichage de ces cornichons en origine France et conditionnés en France. Voilà, effectivement, nous, on recommande chaleureusement qui peut le plus, peut le moins, d'aller sur la version camembert avec la dimension de lieu de fabrication, parce que c'est deux informations différentes. Et on
pense qu'en faisant ce dispositif, on va effectivement activer tous les leviers gagnant-gagnant tel que c'est indiqué sur cette slide. Merci infiniment et on ouvre la session de questions-réponses pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Merci Laurent, merci David du coup pour ces précisions. On a eu pas mal de questions dans le chat. Je vais du coup les Je me suis noté relayer. les réponses, Julia, si vous voulez, donc je peux. Eh bien super, parfait. Je vous laisse Normalement, relayer. je pense qu'on a la réponse à toutes les questions. Ouais. Alors, je les prends rapidement, peut-être dans l'ordre. Celle sur le logo de l'usine avec la question des règles douanières, c'est bien les règles douanières de dernière transformation substantielle qui s'appliquent et qui, de toute façon, correspondent souvent au lieu de fabrication. C'est souvent la dernière transformation substantielle économiquement justifiée. Donc, et en effet, je confirme que c'est les règles douanières européennes qui s'appliquent. Pour l'amidon, non, il n'y a pas d'obligation d'afficher l'amidon de blé dans la farine parce que la matière première agricole de l'ingrédient primaire qui s'appelle farine, c'est le blé. Donc, c'est l'origine du blé dur même, mais du blé, qui doit être indiqué et pas forcément des autres petits produits, entre guillemets, qui rentrent dans la fabrication de la farine, comme l'amidon. Pour le QR code et le fait de savoir s'il faut avoir sur la page associée Internet un logo Origine Info, oui, avec une petite subtilité par rapport au Unpack, c'est que on a bien compris que pour un affichage Internet, on ne peut pas demander à un industriel d'afficher, enfin on peut, mais c'est très compliqué, d'afficher le logo Total Origine Info avec à l'intérieur du logo les matières premières agricoles et le pays, parce que, pour des raisons qui me dépassent d'un point de vue technique, mais on nous a expliqué qu'en gros, pour actualiser ses origines tous les 4 matins sur Internet, c'est pas évident. Il vaut mieux avoir le logo Origine Info avec juste le mot Origine Info dans un logo un peu classique, c'est-à-dire fond en bleu marine sur un fond blanc avec un trait gris autour, et ensuite en texte libre structuré, juste en dessous, les matières premières et leur pays. Donc, pour résumer, votre QR code renvoie à une page associée. Sur cette page associée, il faut que quelque part, il y ait le Origine Info qui respecte les couleurs graphiques d'Origine Info. Mais là où sur le Unpack, c'est tout le logo avec le contenu qui respecte ces règles, là, ce serait uniquement les mots Origine Info. Et ensuite, l'industriel est libre de l'indiquer comme il veut sur la page associée parce que pour de l'actualisation automatique, on a cru comprendre que ça posait le problème d'imposer un format graphique. Voilà. En tout cas, après, si l'industriel est en mesure de mettre un logo complet Origine Info sur sa page Internet et de l'actualiser informatiquement dès lors qu'il y en a besoin, qui peut le plus, peut le moins, encore une fois, et donc c'est très bien, au contraire. Mais s'il le souhaite, il peut dissocier, il faut juste qu'il y ait au moins le mot quand même Origine Info dans le format un peu habituel. Le logo de renvoi sur le Unpack, celui qui renvoie vers le QR code, n'est pas obligatoirement en face avant. C'est aussi une question qui était posée. En fait, rien n'est obligatoirement en face avant. Idéalement, c'est mieux, mais on pouvait pas, on perdait trop de gens en gros si on obligeait tous les industriels à respecter forcément du face avant. Je vais prendre juste une petite minute sur le camembert parce que il y a un élément effectivement qui est important et que je n'ai probablement pas précisé ou pas suffisamment avant. Le camembert, en fait, il est composé de deux catégories d'infos. Il y a les portions qui sont colorées et il y a la portion grise. Et je me fais la réflexion parce que dans le PowerPoint qui vient d'être diffusé, à la fin, vous avez un exemple avec le ketchup. On peut peut-être zoomer dessus d'ailleurs si vous l'avez, le ketchup Nod, où c'est assez clair. Donc, vous avez des portions qui sont colorées, par exemple un dégradé de bleu marine, et une portion grise. Pourquoi? Les portions colorées, c'est la proportion que représente l'ingrédient composé de la MPA que vous avez à droite. Donc, c'était mon exemple avant avec la sauce tomate. À droite, j'indique tomate France. Il s'avère que la sauce tomate représente 30% du produit. Bon, ben, ma portion colorée bleu marine avec écrit France, c'est 30% de mon diagramme. Mais une fois que vous avez additionné ces 3 MPA que vous avez à droite et l'ingrédient primaire qui est associé, vous n'avez pas l'intégralité du produit. Il manque l'eau, il manque le sel, il manque des enzymes, il manque des arômes, il manque des choses comme ça. Eh bien, ça, c'est ce qui rentre dans la portion grisée. En fait, l'intégralité du camembert, c'est le poids total du produit, décomposé en 2 choses. Ce qui est en couleur, c'est la traduction de ce qui est à droite dans le cartouche. Ce qui est en gris, c'est tout le reste. Vous y mettez ce que vous voulez, tout ce que vous n'avez pas mis dans le cartouche à droite. Ça peut aussi être un 4e ingrédient primaire dont vous n'avez pas souhaité afficher l'origine. Vous pouvez le mettre dans la portion grisée.
Euh, on nous a demandé, donc on demande dans les questions si il y aura un outil en ligne. Oui, donc les logos vont être mis en ligne dans un format, on est en train de regarder avec le service de la com, mais dans un format qui vous permet de les télécharger et de les modifier facilement pour y intégrer évidemment les pays et le nom des MPA. Alors là, je n'arrive pas à me relire moi-même, c'est embêtant. Ah oui, est-ce qu'il est possible d'afficher l'entièreté des MPA sur le logo? Oui. En fait, si un industriel souhaite utiliser le logo Origine Info pour parler de tout ce qu'il y a dans son produit, libre à lui. Après, j'imagine qu'il va y avoir une contrainte de personne n'a envie que le logo Origine Info fasse la moitié du unpack. Mais très égoïstement, moi, ça m'arrange presque d'un point de vue succès de la démarche Origine Info. Pourquoi pas? Mais en tout cas, la règle à retenir, c'est vraiment que l'industriel est libre dans la limite des trois premiers. C'est-à-dire, si vous en avez trois ou plus, vous en mettez au moins trois. Pardon, vous en mettez au maximum. Non, vous en mettez trois, c'est ça. C'est si vous en avez plus que trois ou trois, vous en mettez trois. Si vous en avez moins que trois, bah, vous mettez ce que vous avez, un ou deux. Si vous en avez 4, 5, 6, eh bien, vous avez le droit de vous arrêter à 3, mais si vous voulez afficher 4, 5, 6 dans le logo Origine Info, vous pouvez. Voilà, ça c'est super important parce que c'est effectivement qui peut le plus, peut le moins, vous disiez tout à l'heure. Il y a un socle minimum avec les trois ingrédients primaires. Si l'industriel souhaite aller plus loin, il a tout à fait la possibilité de le faire. Tout à fait. Euh, Ensuite, il y avait une question sur est-ce qu'on peut faire en 2 temps. Oui, c'est d'ailleurs une question qui se retrouve dans la foire aux questions qui vous sera diffusée par la suite. Si vous avez les informations mais que vous n'avez pas encore les moyens techniques de l'afficher sur votre emballage pour des raisons d'étiquetage, d'écoulement des stocks, etc., pas de problème, vous pouvez commencer par l'afficher sur votre site internet. On demande néanmoins dans la foire aux questions que le délai entre le moment où vous l'indiquez sur internet et le moment où ça se retrouve dans les rayons ne soit pas supérieur à 3 mois. Vous avez 3 mois en gros pour juste l'indiquer sur votre site, mais au-delà de 3 mois, bon, il est considéré que les étiquettes sont normalement prêtes et que les premiers stocks ont pu être écoulés et qu'à partir de moment, bon voilà, si c'est 3 mois et une semaine, il va rien se passer de grave. Hein. Mais l'idée, c'est de demander que ça ne dure pas 6 mois, un an, parce que sinon, en fait, les consommateurs ne trouveront dans leur rayon que dans un an, parce que peut-être c'était probablement pas le cas de la personne qui a posé la question, mais il se pourrait qu'il y ait des industriels qui se saisissent de ça pour dire bon ben moi je ferai les investissements en fait financiers nécessaires dans un an, on verra déjà si ça marche d'ici là. Et donc c'est pas l'idée. L'idée c'est quand même de pouvoir démarrer le plus tôt possible. Euh, et ensuite quelqu'un posait la question de savoir si on avait le droit au 100% en ligne sans aucun renvoi. Non, alors, sauf dans cette période des 3 mois au début, puisque évidemment, si vous n'avez pas, enfin, vous profitez de ces 3 mois parce que justement, vous ne pouvez pas le mettre unpack. Ensuite, vous n'avez pas le droit, mais je pense que ça correspond un peu à la question d'avant, vous n'avez pas le droit, enfin, l'industriel ne peut pas faire uniquement du site internet sans aucune mention d'une quelconque sorte sur le packaging. Oui, l'idée, c'est que si l'industriel décide de mettre, enfin d'afficher en tout cas Origine Info sur son site internet, c'est que bah, le consommateur, quand il achète le produit, il puisse savoir que l'information est accessible quelque part. Donc, si vous l'indiquez pas, absolument pas sur le produit, le consommateur, il va pas forcément faire la démarche d'aller voir votre site internet. Donc aussi, c'est pour vous, enfin voilà, si vous choisissez de faire cette transparence, c'est dommage de pas mettre en tout cas une référence sur le produit. Donc j'ai fait le tour des questions que je m'étais notées. Il y en a peut-être eu d'autres et il y en a peut-être que j'ai Alors, oublié, oui. pardonnez-moi. Est-ce qu'une phase de test est toujours prévue? Il y avait une question là-dessus. Alors, je pense que par phase de test, vous faisiez référence au test consommateur. Au final, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de phase de test Oui. prévue pour côté industriel, ou alors vous faites référence au bilan d'évaluation en 2025. Donc pour la première partie, phase de test consommateur, non, parce qu'en fait, les logos ont finalement été co-construits avec les différents industriels, donc on considère qu'ils connaissent un peu leurs consommateurs et ils savent à peu près comment les attirer et comment leur parler. En revanche, si le bilan d'évaluation dans un an montre qu'en fait, il manque des infos, il y a une info qui est vraiment tout le temps trompeuse, que c'est pas clair, que les gens confondent les portions gris, pas gris, les ingrédients primaires, les MPA, etc., bah, ça pourra faire l'objet d'ajustements. D'une certaine façon, on peut dire que le test, c'est ça. Il y avait une question aussi, donc si on choisit d'utiliser Origine Info, est-ce qu'on doit le mettre sur tous les produits, enfin sur tous Ah oui, les produits?
Et, Ben alors, c'est ouais, et ça rejoint aussi une question qu'on avait par ailleurs. Donc, si par exemple on est présent en GMS et en restauration hors domicile, et qu'on choisit d'afficher Origine Info, est-ce qu'on doit le mettre sur enfin, sur tous les marchés ou est-ce qu'on peut choisir de le mettre uniquement en GMS ou uniquement en RHD? Enfin, voilà. Je commence par la deuxième. Il n'y a pas d'obligation claire, c'est-à-dire l'industriel est libre. Vous pouvez le mettre en GMS et pas le mettre en RHD. C'est mieux si c'est dans les deux cas, mais il n'y a pas il y a pas d'obligation. Quant à la première question, pour laquelle je suis preneur d'un rappel, je l'ai oublié. C'était est-ce que si on l'affiche on décide d'afficher Origine Info, est-ce qu'on doit l'afficher sur tous nos produits? Ah oui, oui, oui. Alors, j'ai pas exactement la réponse à cette question, mais vous l'aurez très prochainement dans la foire aux questions, notamment pour ce qu'on entend par gamme et catégorie de produits. Normalement, dans le cahier des charges, il est écrit aujourd'hui que c'est sur une gamme de produits que ça s'affiche. Donc, c'est pas sur l'intégralité des produits dont dispose l'industriel, évidemment, mais lorsqu'il se lance sur une gamme, il doit le mettre sur toute sa gamme. Normalement, on va le préciser dans la FAQ, mais normalement, c'est ça, ça sera ça la demande. Ok. On avait également une question sur justement sur le camembert. Dans le cas où en fait on aurait des ingrédients primaires qu'on affiche dans le logo, mais on a aussi d'autres ingrédients primaires qui ne sont pas affichés dans le logo qui seraient Origine France, comment est-ce qu'on affiche le camembert? L'idéal, c'est en fait Euh, parce que vous disiez tout à l'heure donc que la partie mhm. colorée c'était la partie correspondante à Oui. l'information qu'on avait à droite. Donc, typiquement, est-ce qu'une entreprise pourrait choisir d'afficher des ingrédients qui ne sont pas considérés comme primaires, de donner Mhm. l'origine dans la partie Non, texte? en fait, pour qu'il y ait une homogénéité quand même d'usage de ce camembert, la réponse, elle est malheureusement non, parce que en fait, il faut qu'il y ait un lien pour le consommateur entre ce qui est écrit à droite et ce qu'il voit Oui. dans le camembert. Donc, s'il voit écrit à droite, imaginons pour mes spaghettis avec du blé, de tomates et du bœuf, en gros, imaginons il n'y a que le bœuf qui est français parmi les trois. Le reste, c'est Espagne, Maroc, etc. Il voit du bœuf français et il voit ensuite que, la portion France dans le camembert, ça n'est pas 20%, mais 45%, parce que effectivement, il y a d'autres choses qui sont français dedans, peut-être des épices, des aromates, autre chose. Euh, c'est un peu bizarre parce qu'il va se dire, c'est quand même étrange, mon bœuf, il représente pas la moitié du produit. Pourtant, il y a que lui qui m'a l'air français quand je lis Origine Afro à droite. Et pourtant, on me dit que c'est la moitié, donc c'est un peu. Enfin, ça risque de le perdre. En revanche, l'industriel est évidemment très cordialement invité à afficher l'origine de sa quatrième matière première agricole si elle est française et qu'il souhaite. Et auquel cas, il retombe dans l'autorisation de l'afficher aussi dans le camembert. Exactement. Donc, en fait, c'est si on veut afficher un camembert avec plus d'origine le plus possible, on peut très bien détailler l'ensemble de ces ingrédients en texte à côté. Mais il faut Mmh. bien que le camembert et ce qui est écrit puissent coïncider, quoi, que ça puisse Oui, correspondre. exactement. Ok. Alors, je reprends un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal d'autres questions. Il y a une question sur la capacité de matérialiser le drapeau français, Laurent. Ok. Je pense que c'est bien de le repréciser là parce on avait Oui. évoqué ça hier. Oui, oui, c'est un sujet important. Alors, il est demandé aux industriels qui s'engagent dans la démarche de ne pas afficher de drapeau français lorsqu'il n'y a pas au moins une matière première agricole et son étape de transformation qui sont français. Je vais vous prendre un exemple, ça sera plus clair évidemment. Aujourd'hui, au terme des règles européennes, vous avez le droit d'afficher un drapeau français quand bien même aucune matière première agricole n'est française, mais parce que le lieu de transformation, par exemple, est français. La seule règle qui pèse sur les industriels aujourd'hui au titre du règlement INCO, c'est que si vous faites ça, si vous dites denrée ratatouille française, mais qu'en fait, il n'y a aucun ingrédient primaire dedans qui est français, l'obligation que vous avez aujourd'hui, c'est de dire ratatouille française, mais mes ingrédients primaires ne sont pas français. Ou bien ratatouille française, ma carotte est allemande, mon navet est espagnol, etc. Donc ça, c'est le droit européen, donc évidemment, on ne va pas aller contre. Mais il est quand même considéré
non pas trompeur, mais pouvant introduire une forme de confusion parce que le consommateur qui achète un produit avec un drapeau français a quand même une tendance naturelle à penser que c'est l'agriculture française qui a travaillé derrière. Euh, Nous, ce qui est demandé dans le cahier des charges, c'est de dire si vous êtes dans Origine Info, vous ne mettez pas de drapeau français qui respecterait ces règles-là pour les raisons que je viens d'indiquer, parce qu'en fait, quand bien même elles sont légales, elles sont considérées comme pas très fiables. En revanche, vous êtes autorisé à le mettre si vous avez dans vos différentes MPA une MPA française et que son lieu de transformation, par exemple le blé qui est transformé en farine, la tomate qui est transformée en sauce tomate, le bœuf qui est transformé en boulette de bœuf, ou des choses comme ça, si la MPA est française et que son lieu de transformation est français, là, vous avez le droit de mettre un drapeau sur le produit avec écrit à côté blé français ou blé transformé en France, ou enfin quelque chose qui dit pour quel MPA vous avez mis le drapeau français. Donc, si la question c'est est-ce que je n'ai le droit de mettre le drapeau français que lorsque l'intégralité de mon produit est français? Non. Vous avez le droit de le mettre, c'est plus souple que ça. Vous avez le droit de mettre un drapeau français, même si toutes les MPA ne sont pas françaises. Mais il en faut au moins une, et que son étape de transformation le soit. Pardon. D'un point de vue représentation, c'est quelque chose qu'on peut faire dans la liste des 3 ingrédients primaires. En revanche, on ne peut pas le faire dans le camembert. C'est un point qu'on a eu en discussion hier. C'est important peut-être de le repréciser là. J'ai pas compris le point. Si on doit représenter le drapeau français, on peut le faire sur Oui. la liste des ingrédients à droite, mais pas sur le camembert. Alors, non, il n'y a pas de drapeau français dans le logo Origine Info, ni à droite ni à gauche. Oui. Le drapeau français, s'il est mis, selon les règles que je viens de rappeler, il est mis à un autre endroit sur le paquet, en face avant, enfin, généralement Voilà, c'est en c'est face ça. avant. Parce que... Absolument. Par contre, dans le logo Origine Info, c'est vrai que mais vous avez raison, David, et c'est un point sur lequel j'aurais dû davantage insister. Origine Info n'a pas vocation à valoriser une origine plus qu'une autre, même si, évidemment, tout le monde partage l'objectif que ça puisse soutenir la production nationale, mais Origine Info ne valorise pas plus un pays plutôt qu'un autre. C'est la raison pour laquelle, si vous vous approvisionnez beaucoup en France, ben, vous n'avez pas le droit de le mettre en gras. Il faut respecter la même police que pour les autres pays. Si votre portion France dans le camembert n'a pas le droit d'être colorée bleu, blanc, rouge, c'est uniquement ça, c'est pour des règles de droit européen notamment, hein, parce que la démarche, qui certes est facultative, mais est toujours scrutée de près quand même, notamment par les autorités européennes, euh, pourrait leur poser problème si ça montrait que d'une façon ou d'une autre, la France, en gros, voulait valoriser ses produits français plus que d'autres produits. Et là, on tomberait sur des considérations de droit de type restriction à la mise sur le marché, restriction aux importations, etc. Parenthèse fermée, tout ça pour dire que votre logo Origine Info euh, peut avoir des couleurs autres que celles que vous voyez aujourd'hui dans les logos pour des considérations de type moi dans mon emballage derrière il y a du bleu donc je peux pas mettre du bleu sur du bleu, ce qui est tout à fait normal. Par contre, pas de couleur de drapeau dedans. La question c'est si vous mettez un drapeau, c'est à un autre endroit du produit. Souvent c'est en plein milieu de la face avant pour dire mon produit est en partie français. Ouais. Ou par exemple ce qui est désigné là sur Node, effectivement. Je fais aussi une petite précision là-dessus, parce que c'est une question qui nous est remontée assez souvent. Si une marque qui souhaite s'engager dans Origine Info a déjà un petit élément bleu, blanc, rouge dans sa marque, un liseré bleu, blanc, rouge, une petite tour Eiffel bleu, blanc, rouge ou je ne sais quoi, évidemment, on ne va pas lui demander de changer sa marque qu'elle a fondée il y a plusieurs années, sur laquelle elle capitalise et qui est connue des consommateurs. Évidemment, il y a une dérogation pour ces industriels-là. Si je pense à un fabricant de gâteaux notamment qui a un petit liseré bleu, blanc, rouge, l'idée, c'est pas de lui dire « Ouh là là, vous êtes dans Origine Info, vous devez changer votre marque qui est connue de tous les Français depuis 50 ans. » Là, dans ce cas de figure, évidemment, vous avez le droit de le conserver. Ok. On avait une question sur est-ce qu'il est obligatoire d'être enregistré auprès de qui pour utiliser le logo Origine Info? Alors, ce qui est demandé, et on va mettre une adresse générique sur Internet, mais ce qui est demandé, effectivement, c'est de se signaler pour rejoindre la liste des marques qui sont ensuite indiquées sur le site Internet du ministère de l'Économie. Donc, on va mettre une adresse mail générique qui sera probablement celle du secrétariat de Bercy, mais pour que ce soit, pour qu'on puisse tenir à jour la liste des marques qui s'engagent dans la démarche. Ok. Et juste peut-être deux petites questions pour terminer, parce qu'il est déjà 10 heures. La première, c'est revenir sur la question de l'eau dans un produit, par exemple des haricots verts dans de l'eau. Est-ce qu'on prend en compte ou pas l'eau versus dans une boisson? Enfin, voilà, clarifier peut-être un petit peu ça, la prise en compte de l'eau ou pas.
bah, dans la boîte d'haricots verts, l'eau n'est pas l'ingrédient primaire. Donc, si j'ai une boîte d'haricots verts, j'indique à côté haricots verts France. Et si les haricots verts représentent 90% du poids de la conserve et les 10% restants, c'est de l'eau, eh bien, ma portion France dans le camembert va représenter 90% du diagramme. Mais Ok, pas 100%, effectivement, parce qu'il y a aussi d'autres choses que des haricots dans cette conserve. ok, très clair. Et la dernière, c'était sur les dispositifs de contrôle du dispositif, Mhm. justement Origine Info. Qu'est-ce qui a été imaginé pour certifier qu'en fait les informations communiquées sont correctes Alors, euh, Hmm. la- en fait, les contrôles auront lieu comme toujours, c'est-à-dire les services de la CCRF vérifient la fiabilité de l'information apportée au consommateur, et c'est dans ce cadre qu'elle peut être amenée à demander à un industriel une preuve, mais une preuve que détient de toute façon l'industriel depuis longtemps, hein, une preuve de l'exactitude de ce qu'il dit, c'est-à-dire un contrat, un mail fournisseur, enfin tout tout ce dont possède déjà un industriel pour attester de l'origine du produit lorsqu'il affiche l'origine. Donc, il ne va pas y avoir une vague de contrôle le 3 juillet de la DGCRF dans les rayons pour vérifier que chaque clause du cahier des charges est parfaitement respectée. En revanche, euh, dans le cadre des contrôles tels qu'il en existe chaque année sur les tromperies aux consommateurs, la fiabilité de l'information, etc., la DGCRF sera amenée à vérifier aussi, si jamais il y a Origine Info, aussi l'exactitude de ce qu'il y a dessus. Ok, très clair. Extrêmement clair. Eh ben, merci infiniment. On va clôturer parce qu'on sait que vous devez enchaîner Oui, sur une autre réunion, Laurent. Si vous voulez, je peux prendre 5-10 minutes encore, si vous le souhaitez. ok. Je peux Alors, décaler le suivant et prendre 5-10 minutes, pas plus, mais 5-10 minutes. on avait une question Voilà. sur le QR code Oui. et notamment si vous aviez des études justement sur l'usage du QR code seul et pas unique, enfin, pas avec le logo à poser, mais voilà, le QR Mhm. code, est-ce qu'au niveau consommateur, c'est quelque chose Alors, qui on n'a pas se... d'études particulières en la matière, en tout cas pas à ma connaissance. Ce qui est demandé, c'est comment dire, c'est qu'il n'y ait jamais un QR code avec aucune fois sur l'emballage le mot origine info. Je reprends ma distinction d'avant. Soit vous utilisez un QR code qui existait déjà, auquel cas, évidemment, on ne va pas vous demander de mettre origine info dessus. Ce QR code il est déjà intégré dans une liste très complexe d'informations à l'arrière du produit et souvent, on ne va pas demander de décaler tout ça pour mettre le mot origine info. Donc, vous utilisez le QR code que vous avez déjà, mais dans ce cas, on demande un petit renvoi quelque part, un autre endroit où il y a un peu plus de place, un petit logo, le logo blanc, enfin écrit en bleu marine avec écrit voir QR code ou voir si contre, ou, voilà. Si vous utilisez un nouveau QR code que vous créez expressément pour la démarche Origine Info parce que vous n'en aviez pas avant, dans ce cas de figure, on demande à ce que ce QR code soit surmonté des mots Origine Info. Euh, mais je ne noie pas le poisson dans l'eau. Enfin, ma première réponse reste la même, c'est-à-dire non, on n'a pas d'informations ou d'études particulières sur l'impact qu'un QR code a sur sur un consommateur, si jamais c'est ça la question. Si c'est une Ouais. question de type, voilà, qu'est-ce qu'ils regardent en premier, est-ce que les consommateurs aiment ça ou pas? Hmm. Non, là, je ne saurais pas vous répondre. Et dans le cas où on aurait une application tierce qui, elle, donne de l'info autre que l'origine, donc d'infos nutritionnelles, etc., et donc qui serait basée sur un QR code, est-ce que là aussi, il y aurait obligation de mentionner origine info? Attendez Euh, juste une petite seconde, si vous... oui, Pardon, excusez-moi. Euh, ouais, donc allez-y. dans le cas où on aurait une application d'information tierce, donc qui permettrait du coup de donner l'information, de communiquer en tout cas sur Origine Info, plus d'autres informations, est-ce que là aussi il faudrait mentionner Origine Info à côté de ce QR code sur le pack, même s'il n'est pas uniquement dédié du coup enfin, ce que vous disiez à Origine Info? Donc là, vous me parlez comment dire,
d'un QR code mis en place par un industriel qui affiche d'autres informations que l'origine, mais qui est mis en place par un industriel. En gros, on parle pas de Yuka, là, on parle de... Ouais, exactement. On parle d'une application qui permet de lire des QR codes et qui donne accès à d'autres informations, un peu comme Yuka en effet, donc d'infos nutritionnelles qui vient compiler en fait tout plein d'informations sur la santé, la nutrition, etc. et dont l'origine fait partie. Mais ça, c'est plutôt une... Alors peut-être que je la comprends de travers, mais c'est plus une question entre guillemets pour Yuka, ça. C'est-à-dire si eux veulent intégrer l'origine dans leur algorithme désormais et, euh, et que ça renvoie ou votre question c'est est-ce que via non pas mon QR code mais mon code barre euh, l'origine doit être indiquée, c'est ça peut-être? Alors, je remets la question. Vous Donc, avez- si une application d'information tierce lisant les codes barres permet aux industriels de communiquer sur Origine Info, l'industriel peut-il se passer du QR code on-pack? Euh, non. La règle reste quand même que soit vous mettez Unpack, soit vous mettez un QR code déjà existant ou tout nouveau. Mais ça pourra faire l'objet notamment du bilan d'évaluation de 2025. Cette question de, en fait, imaginons des applications un peu célèbres se sont saisies de ce sujet et passent par le code barre pour afficher l'origine. Bon, bah, peut-être que finalement, si au-dessus de votre code barre, vous écrivez origine info. Après, le problème, c'est que tout le monde, enfin, je dis le problème, je parle en réfléchissant, mais c'est que tout le monde a un téléphone pour flasher un QR code, mais tout le monde n'a pas Yuka dessus, en gros, pour aller vite. Donc, si l'industriel passe par son code barre en disant bah, le consommateur aura l'information en flashant mon code barre et qui tombera sur une des applis célèbres, il se coupe quand même d'une partie des consommateurs. Mhm. Ok, Donc là, je vous répondrai que pour l'instant, c'est quand même on privilégie vraiment le QR code. ok, ok. Est-ce qu'on a oublié des questions? Je pense qu'on a pas mal bien répondu. Ouais, je pense qu'on a fait un bon tour. Euh, Toc, toc. Si, par contre, j'ai une question pour préciser sur ingrédients primaires. Donc, par exemple, dans une bière où aurait du houblon en faible quantité, 1%, doit-il être considéré comme ingrédient primaire? Et à contrario, dans une glace, le sucre présent en plus grande quantité est-il l'ingrédient primaire? Pour le houblon, oui, parce que certes, il est que à 1%, mais alors lui, il est clairement Dans... communément associé à la dénomination. Ouais. Euh, pour la glace, généralement, on va dire, vanille et chocolat. Donc, est-ce que le sucre est un ingrédient primaire d'une glace? Bon, il ne représente pas 50%. J'aurais, ten- j'aurais tendance à dire oui. Je vous avoue que là, c'est un peu une colle. Il faudrait que je pose la question au service sur est-ce que le sucre est considéré généralement comme un ingrédient primaire d'un produit sucré, un gâteau, etc. Parce que c'est vrai que c'est un produit qui revient toujours. Donc, je pense que c'est une question qu'ils ont déjà eue. Spontanément, je vous dirais que pour une glace, un Magnum, etc., Magnum aux amandes, ça va être le chocolat, la vanille et les amandes. Euh, je vais vérifier. J'ai pas Après, la si le réponse. sucre est présent à plus de 50%, Ah bah là oui. la recette, il devient Ah oui, ingrédient là oui. primaire de fait. Et Donc, si, Sur et la si le glace sucre est à de plus toute de façon 50% en français, sucre, c'est chaud. oui, et si de toute façon le sucre est français, parce que la betterave est française, peut-être que l'industriel souhaitera de toute façon l'afficher. Mais si la question c'est mon sucre n'est pas français, que dois-je faire? Je vais vérifier et je vous transmettrai la réponse si vous pouvez la faire suivre ensuite peut-être aux ok, participants. parfait. Bon, très bien, on fait comme ça. Je refais juste un petit tour rapide, mais je pense qu'on... Ah oui, ici, il y avait une dernière question dans le cahier des charges, c'était mentionné à un moment donné qu'il fallait privilégier pour la mise en place d'Origine Info, les produits qui contenaient de la viande, des fruits, des légumes, pardon, des produits issus de la pêche. Est-ce que c'est Mhm. toujours le cas ou c'est libre en fait et l'industriel peut démarrer la mise en place par les produits qu'il souhaite tout à C'est l'heure? libre, en fait, c'était pas une obligation. L'industriel est invité, s'il le peut, à démarrer par ça, parce que en fait, c'est clairement l'attente principale des consommateurs. C'est quand même souvent sur la viande, sur les fruits et légumes.
Mais s'ils souhaitent démarrer par autre chose, rien ne l'interdit. Ok, très bien. Et enfin, dernière question, pourquoi ne Mhm. pas avoir imposé un seul affichage? Cela aurait été plus facile pour s'y retrouver pour le consommateur, peut-être. Je pense qu'on a Alors, un je peu... comprends, et c'est effectivement une interrogation qui s'est posée, et c'est pas faux de dire que c'est peut-être plus simple pour le consommateur. Néanmoins, c'est une démarche volontaire, et comme dans toute démarche volontaire, si on souhaite avoir le plus de monde dans la démarche, il faut aussi faire preuve de souplesse sur les différentes demandes ou les différentes contraintes techniques et légitimes hein, qui se posent aux industriels. Et donc, ce choix a été fait, sachant que finalement, le logo 2, c'est quasiment le même que le 1 avec juste une usine. Et le logo 3 est effectivement un peu différent parce qu'on rajoute le camembert. Mais on fait le pari que si vous avez écrit bœuf, tomate, France à côté et que vous avez une grosse portion de France dans votre camembert, le lien intellectuel va être fait entre les deux. Euh, Sachant que, j'ai oublié de le préciser, mais en plus, il y aura, de façon beaucoup plus courte, mais une foire aux questions à destination des consommateurs aussi, qui sera probablement moins lue que celle sur les industriels, pour les industriels, mais pour que si certaines personnes se posent la question de à quoi correspond ce logo et qu'est-ce que je retrouve dedans, ils puissent avoir la réponse. Mais c'est une interrogation légitime, mais qui se pose dès lors qu'on fait une démarche volontaire. Je note par ailleurs, à titre purement neutre, que le Nutri-Score a commencé, si je ne m'abuse, avec 4 marques, tandis qu'Origine Info a commencé avec 82 marques. Donc, on fait le pari qu'un peu de souplesse permet d'embarquer davantage de gens. Ok, super. Donc 41 marques du collectif, j'en profite pour le rappeler en conclusion, c'est pas mal. Bien sûr, tout à fait. Voilà, super. Merci beaucoup en tout cas, Laurent. Merci David. Merci Et à toutes merci. et à tous pour toutes ces questions très riches. En tout cas, on sent que c'est un sujet qui intéresse et qui questionne. Donc, enfin, la dynamique est là, donc c'est chouette. Du coup, donc, le webinaire sera enregistré. Vous aurez du coup le replay. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous les faire remonter. On vous les fera passer, Laurent. Mhm. Euh, et donc J'ai bien voilà. noté celle sur le sucre. Oui, ça marche. Merci à tous en tout cas. Merci pour votre intérêt, évidemment. C'est la limite de ce que techniquement j'ai le droit de dire. C'est une bonne chose de savoir que c'est un sujet qui intéresse autant de personnes. Super. Puis bon courage pour la mise en œuvre. Merci Eh ben, beaucoup. merci à tous et Julia et moi sommes à votre disposition si vous avez des questions complémentaires et on fera le lien avec Laurent, vous l'avez compris. On a une belle responsabilité là de lancer ce dispositif rapidement tous ensemble pour éclairer les consommateurs et améliorer le sort des agriculteurs. C'est parti. Merci à tous. Au revoir, merci. Merci. Au Au revoir. revoir.